Lors de ma dernière présentation du colloque auquel j'ai participé, qui s'appelait La journée d'études Figura, j'ai tenté en fait de faire un rapprochement entre les extraterrestres et la notion de sacré. Principalement, la définition que j'utilise pour définir ce que c'est que le sacré, c'est la notion de Mircea Eliade qui fonctionne en fait selon le principe de l'axis mundi, selon quoi en fait il y aurait un centre métaphysique qui opérait en tant qu'axe du monde et point de central, point de basculement, et qu'à partir de cet axe sacré se créerait un espace-temps sacré qui se superposerait au nôtre à travers un point de transcendance. Donc, pour vous imaginer, en fait, la plupart des temples ou des églises, cathédrales comprises, sont fonctionnellement construites sur l'idée de ce point de transcendance-là qui établit en fait un rapport entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, ce que Jung nous dit, en fait, des soucoupes volantes, qui a fait un ouvrage là-dessus qui s'appelle Des mythes modernes, des signes du ciel, un mythe moderne, ouvrage entièrement consacré à l'apparition des ovnis. L'ovni, en fait, la soucoupe volante, serait une apparition d'un objet qui provient de l'éternité. Donc, il utilise en fait une espèce de métaphore très ancienne qui date du temps de l'alchimie, où il expliquerait en fait que Dieu est un cercle dont le centre est partout, mais dont la circonférence n'est nulle part. Ce qui fait que lorsque une personne rencontre un ovni ou une soucoupe volante, en fait, elle serait confrontée à un objet qui provient d'un autre plan de la réalité, disons la 4e dimension, et qui parviendrait dans notre plan, et que la personne, en fait, on va le discuter plus tard, mais c'est une torsion d'esprit sympathique à Jung, l'idée que la personne, ne pouvant associer la forme qu'elle voit à une notion transsubstantielle, donc qui dépasse toute réalité tangible, l'associerait à un objet technologique, un vaisseau spatial, et donc on aurait la version à propos des extraterrestres qu'on connaît. Sauf qu'en poussant le problème un peu plus loin, je me suis rendu compte qu'il y avait justement le problème de l'unité. Donc l'idée en fait que Jung évoque, c'est que nous autres, étant des êtres incomplets de par notre nature charnelle, on pourrait voir en fait des objets éternels se glisser dans le ciel, et que quand on les verrait, on aurait en fait une révélation. Au contact de ces objets-là, on aurait ce que lui caractérise en fait d'un sentiment de numineux. Pas lumineux, numineux, c'est-à-dire le contact du sacré qui provoquerait à la fois l'effroi et comment je pourrais dire ça, une espèce une révélation de la beauté, mais en même temps contacté avec l'effroi. Le problème, c'est que quand on étudie, en fait, je voulais pas le faire au début, mais je me suis mis à le faire parce que j'avais besoin de matériel pour mon roman, c'est que quand on étudie les histoires d'abducté, les histoires de contact avec les extraterrestres, on se rend compte que l'unité va à volo, autrement dit, que ce qui caractérise l'expérience psychique du contact avec les extraterrestres, c'est plutôt le schisme de la subjectivité. Et dans le réel, ça se traduit en fait par beaucoup de points de litige, et la scène centrale sur laquelle j'aimerais en fait baser toute, non seulement mon roman, qui va en fait déconstruire cette scène-là au maximum, mais aussi cet exposé, c'est l'expérience de l'abduction. Donc les personnes qui se sont faites enlever ou disent s'être faites enlever par des extraterrestres. À travers ces témoignages-là, il y a une multiplicité de formes, que ce soit la forme de l'aéronef, en fait, du vaisseau spatial qui vient les enlever, une multiplicité aussi de faciès, c'est-à-dire d'entités extraterrestres qui fréquentent les gens et viennent les enlever, et une multiplicité aussi qui n'est non pas dans l'esprit, mais une multiplicité qui est carrément inscrite dans le corps. Car malgré toutes ces variantes, je dirais que la scène d'enlèvement va toujours, d'une certaine manière, être attirée ou en fait mettre en place un récit ou un schéma narratif modèle qui est l'opération chirurgicale, qui revient souvent et qui a été en fait très popularisé dans des films, dans la bande dessinée, ou aussi dans des dessins animés comme South Park, Sonde anale, etc. J'entends des rires. Non, peu importe. Donc, si on fait une déconstruction du problème, on pourrait toujours dire que d'une certaine manière, moi, le problème que j'ai eu quand j'ai commencé à étudier ça, c'est un problème d'ontologie. Donc, d'une certaine manière, on est vraiment confronté au fait que les extraterrestres fait partie en fait d'un égrégore. Ça fait partie en fait comme dirait Jung, de l'inconscient collectif, quelque chose qui se promène d'une chose à l'autre. Mais on ne sait jamais, en fait, et c'est là, je dirais, la binarité du problème, on ne sait jamais si c'est simplement une histoire ou si c'est quelque chose de réel. Parce que les personnes qui ont subi ces expériences-là d'abducté portent souvent une sorte de, je dirais, une mémoire mnésique, donc une mémoire qui est inscrite
dans la chair, dans le corps. Donc une mémoire corporelle. À travers ça, on pourrait aussi dire que Jung nous arrive avec une belle citation, parce que il est fort là-dedans, il nous explique en fait pourquoi il croit que en fait, le contact avec les extraterrestres procède du sacré. Ça, il dit d'une manière détournée, dans Dialectique du moi et de l'inconscient, il dit « La ressemblance avec Dieu concerne, et cela saute aux yeux, le savoir en général et la connaissance du bien et du mal, car il s'agit du rapprochement et de la fusion de deux sphères qui jusque-là étaient anxieusement maintenues séparées l'une de l'autre, la sphère consciente et la sphère inconsciente. » Donc, pour paraphraser un peu ce qu'il dit, c'est qu'en tant qu'humain charnel, on n'aurait pas accès au plein potentiel de notre psyché et que, en fait, le contact avec des ovnis, des extraterrestres, finirait par, dans le fond, nous donner une espèce de valeur totale dans laquelle toute l'humanité serait inscrite. Donc, ça marche au point de vue collectif, mais ce qu'on pourrait voir aussi, c'est qu'au point de vue subjectif, ça ne marche pas. La théorie de Jung, elle est bonne pour expliquer des grands mouvements historiques, des grandes icônes, qui ont lieu, par exemple, dans la peinture sacrée, dans les religions archaïques, et aussi à travers ce qu'on pourrait appeler la culture populaire, mais elle ne nous explique pas d'une façon assez efficace comment on pourrait articuler les témoignages des gens qui disent avoir vécu ça avec justement le grand ensemble, l'inconscient collectif, etc. Donc, j'ai commencé à me poser la question comment on pourrait pénétrer la subjectivité des gens qui vivent ces expériences-là, qui racontent des histoires et les perpétuent à travers différentes littératures, différentes conférences. Mon intérêt, ce n'est pas de savoir si c'est vrai ou faux, ce que je veux savoir, en fait, c'est pourquoi les gens racontent des histoires comme ça. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie et à différentes théories de la connaissance. Et je suis tombé sur une citation de Nietzsche que j'avais beaucoup aimée, où il parle justement, il critique en fait la recherche de l'inconditionné. Hein, c'est selon moi la grande quête de Nietzsche, en fait de dénoncer qu'à travers toute notre recherche de la connaissance, on est toujours en train de chercher un inconditionné. Donc Nietzsche nous dit tout l'appareil de la connaissance est un appareil d'abstraction et de simplification, organisé non pas pour la connaissance, mais pour la maîtrise des choses. La fin et les moyens sont aussi éloignés de l'être que les concepts. Grâce à la fin et aux moyens, on s'empare du processus lui-même. On invente un processus qui soit concevable, c'est ce que fait Jung en parlant d'inconscient collectif et d'inconscient personnel, mais grâce au concept, on s'empare des choses engagées dans ce processus. C'est assez évident que dans la relation aux extraterrestres, il y a toujours une sorte d'effet miroir, l'effet du dédoublement qui, entre autres, est souvent encadré par une sorte d'érotisme. Entre autres, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils ont été manipulés mentalement par les extraterrestres. Donc, en s'intéressant au problème de la manière que Nietzsche le propose, c'est-à-dire, en fait, plutôt suggérer un concept, moi, j'ai envie, en fait, d'utiliser le concept du miroir pour savoir comment il se crée, justement, cette espèce de mécanique relationnelle-là entre l'extraterrestre et l'adulté. Donc, vous me suivez un peu? On embarque là-dedans. Donc, le concept du miroir est très important, par exemple, dans les religions, les religions... comment je pourrais dire ça, animiste, où est-ce que dans le fond le miroir pourrait servir en fait aussi d'objet rituel magique et permettrait en fait de distinguer une mince ligne de surface qui existe entre le sujet projeté, donc une entité métaphysique, quelque chose d'imaginaire, et le sujet réel. Donc à ce titre-là, il y avait aussi Claire Parnell, pas la compagne, mais l'élève de Deleuze, qui dit ce qui le définit, c'est le « et ». C'est quelque chose qui a lieu entre les éléments ou entre les ensembles. Et même s'il n'y a que deux termes, il y a un « et » entre les deux, qui n'est ni l'un ni l'autre, ni l'un qui devient l'autre, mais qui constitue précisément la multiplicité. Donc, notre problème, justement, des différentes versions d'extraterrestres là-dessus est quand même assez aiguillé. C'est pourquoi il est toujours possible de défaire les dualismes du dedans en traçant la ligne de fuite passe entre les deux termes ou les deux ensembles. L'étroit ruisseau qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais les entraîne tous deux dans une évolution non parallèle, je voudrais souligner, un devenir hétérochrome. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en suggérant que l'extraterrestre est le reflet de nous-mêmes dans le miroir, qu'on le fasse au point de vue individuel ou collectif, ça suggère que l'extraterrestre serait en fait une entité libérée, donc qu'elle n'aurait pas besoin de rendre compte au modèle original et pourrait agir à sa guise, ce qui lui donnerait en fait un comportement déviant et assez délinquant la plupart du temps. Donc l'idée justement d'utiliser le miroir pour définir la relation avec les extraterrestres, ça procure ce que je pourrais qualifier d'une rencontre avec l'œil. Donc une manière de garder une esthétique. Hein? L'œil, c'est le mystère de l'inversion par lequel on est capable de se voir nous-mêmes au point de vue du fantastique, de la littérature fantastique. Il y a toujours
l'aspect en fait, d'être déplacé par rapport à ce qu'on voit nous-mêmes. Donc l'œil comme mystère de l'inversion. Et ça procède en fait, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que peut-être que l'œil serait en fait un outil organique à travers lequel on se rejoindrait la métaphysique de l'individu. Donc, de simples images projetées, de simples illusions, de simples idées, l'œil nous ramènerait en fait au rapport organique qu'on entretient avec l'image. Jean-François Chassé nous dit dans son livre Imaginaire du gène au cœur du sujet, prenons un exemple simple. Par une réaction anthropomorphique naturelle, nous associons la vue à l'œil. Or, la fonction qui consiste à capter la lumière ne vient pas de l'œil, mais du cerveau. Banal, dira-t-on, pourtant associé directement voir et œil oblitère le fait que les plantes ont également des photorécepteurs, leur permettant de capter la lumière sans laquelle elles ne pourraient. Ainsi, nous limitons le sens du verbe voir. Donc, l'idée justement qu'il y a une dimension génétique à l'œil a été explorée, bien sûr, bon, on en a sûrement probablement parlé beaucoup ici de Lacan. Donc, l'idée justement que dans l'opération chirurgicale, il y a le morcellement du corps et que la personne se voit en exoscopie. Donc, l'idée de se voir à l'extérieur de soi, donc à la troisième personne. Donc, dans le rapport à l'extraterrestre, il y a une espèce de rapport médian qui procède d'une image projetée qui se voit justement dans le développement du langage. À ce titre, il y a Jean Piaget qui avait fait une expérience avec des enfants sur le développement de la représentation qu'ils ont de la réalité. Et il demande à un enfant de dessiner son rêve. Je vais vous montrer le rêve dessiné par le petit garçon qu'il a surnommé Fave. En fait, ça c'est Fave ici, c'est représenté dans son lit. Au milieu, il y a le diable et à droite, en fait, à votre gauche, il y aurait l'image projetée, en fait, disons, Fave dans son rêve. Donc, une espèce de binarité entre Fave qui est toujours dans son lit et Fave qui se voit dans son rêve, et les deux existent simultanément. Ce qu'il nous disait à propos de ça, c'est le petit Fave qui parle, il dit « On voyait le rêve sur les yeux ». C'est-à-dire qu'en rêvant, on voit quelque chose d'externe et non d'interne. Pour Fave, l'illusion vient de ce qu'on est trompé par des images matérielles existant objectivement devant nous, mais que nous prenons non pour des images, mais pour des personnes. Autrement dit, il y a quelque chose de tangible dans les images que Fave voit en rêve. Nous disons, nous adultes, qu'il y a fausse perception. Fave dit qu'il y a perception vraie de quelque chose de trompeur. Le rêve est donc pour Fave comme une projection immatérielle, comme une ombre ou une image dans un miroir. Donc, justement, on rappelle que l'idée de l'œil, c'est l'idée de l'altérité entre le je et le tu. L'idée qu'un sujet va voir quelque chose et qu'en voyant quelque chose, cette chose-là renvoie sa propre image, ce qui crée ce que je pourrais appeler un tiers. Donc, l'idée que l'œil, dans la littérature fantastique, procède toujours de la création d'un tiers qui n'est ni ce que la personne voit, ni ce que l'objet renvoie au sujet, qui se situe en fait perpétuellement entre les deux. Et c'est à mon avis pourquoi la plupart du temps, dans les histoires d'adulté, le schéma narratif correspond beaucoup en fait à quelque chose de très épeurant ou à un cauchemar qui traduirait peut-être en fait la peur de voir et de se voir, comme s'il y avait une sorte d'interdit qui était relégué là-dedans. Et à ce titre, je crois que cette peur est très ancienne, car il y a un chercheur, en fait un mythologue, qui a étudié beaucoup Gorgo. Gorgo, c'est la gorgone ou la méduse, tout simplement. Vous savez, cette divinité grecque que si on le regarde dans les yeux, on se transforme en pierre. Et nous, en fait, on a accès à la déconstruction que Jean-Pierre Vernant fait de Gorgo. Il dit le dédoublement du visage en masque, la superposition du second au premier qui le rend méconnaissable, suppose une aliénation par rapport à soi-même. Il s'établit par conséquent, entre l'homme et le Dieu, une contiguïté, un échange de statuts qui peut aller jusqu'à la confusion, l'identification, mais dans cette proximité même s'instaure l'arrachement à soi, la projection dans une altérité radicale, la distance la plus grande, le dépaysement le plus complet. Je m'excuse, j'ai accroché le malheureux. C'est nul. Je le trouve pas. Ok, c'est ça. Bon, ok. Le dépaysement le plus complet s'inscrivant dans l'intimité et le contact. Donc, cette idée justement de l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire que quelque chose de totalement étranger à soi, de complètement radicalement différent à soi, mais qui s'inscrit dans l'intimité et le contact, c'est-à-dire quelque chose
qui aurait été déjà anticipé par l'inconscient avant. Et l'extraterrestre nous parle justement de quelque chose qu'on pourrait aussi appeler de l'ordre de l'érotisme du corps. Il y a comme une certaine mince ligne, en fait, avec les abductés qui décrivent comment les extraterrestres les manipulent, font des opérations sur eux, font des prélèvements, insèrent des choses à l'intérieur d'eux, et qu'eux, souvent, les abductés, je parle, sont souvent, d'une certaine manière, consentants, comme si ces êtres-là les manipulaient mentalement. Donc, la face de Gorgo est un masque, mais au lieu qu'on le porte sur soi pour mimer le dieu, cette figure produit l'effet de masque, simplement en vous regardant dans les yeux. Donc, vous pouvez aussi vous rappeler l'icône qui, en fait, procède aussi quand même de la facialité. Disons, c'est un peu quétaine, mais tu sais, le fameux... Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous le reconnaissez tout de suite. Il y a comme, en fait, cette figure-là est assez, comment je pourrais dire, selon moi, il s'associe beaucoup à un masque cérémoniel parce qu'on peut tout de suite l'identifier en icône, ce qui fait qu'on peut la reproduire à l'infini, puis toujours avoir d'une certaine manière un indice de qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça situe, même si, au demeurant, c'est pas quelque chose de nécessairement réel. Donc, l'idée de masque est aussi l'idée qu'une figure qui produit l'effet de masque, justement, en vous regardant dans les yeux. Donc, on est justement dans l'espèce de perversité d'un œil qui regarde un œil en train de se regarder, ce qui fait que le sujet, d'une certaine manière, a tendance à disparaître tout en ayant une corporalité achevée, donc quelque chose qui joue à l'intérieur dedans. Dans les récits d'abductés, parce que je m'en suis nourri, les témoignages font souvent état justement de cette attention, un peu comme quand on raconte un rêve, on met l'accent sur certains détails qui vont donner des tangentes ou des lignes directrices claires à l'histoire, du moins de façon symbolique. Et je me suis rendu compte que les gens qui se déclarent avoir été abductés parlent souvent des yeux ou d'opérations aux yeux. Donc on a quelques exemples ici. I remember a tiny little white bead and something coming over the top and they put it inside, weighing there. Denise described what might have been the insertion of an ocular implant. And they're down by the foot of my bed. There are 3 of them. I can see their eyes. They are shining, glistening. They have glistening eyes. A small gray entity was standing there looking at me. This form had huge dark eyes that wrapped around an odd shaded forehead. The eyes seemed to speak to me somehow, dans l'idée de la télépathie. There was a voice in my head telling me to pay attention, concentrate, get up and follow them outside. Donc, la réflexion sur l'œil, je l'ai dit avant, nous amène en fait à la dimension métaphysique du corps où, selon Lacan, l'instance du moi entre dans une espèce de ligne de fiction constante où il y aurait une désintégration agressive de l'individu qui, en fait, subit un peu la déconstruction de son image spéculaire propre. Donc, il apparaît alors sous la forme de membres. C'est terrible, mon tapping. Vous ne voyez pas non plus, c'est encore plus, on voit ça. Merci. De membres disjoints de ces organes figurés en exoscopie. Donc, on sort les organes à l'extérieur de la personne, on les croise, qui s'allient et s'arment pour des persécutions intestines. Donc, de la même façon que si à l'intérieur de la personne, il y avait une espèce de jeu politique avec des ennemis qui s'affrontent les uns à l'intérieur des autres. Les extraterrestres nous font apparaître justement une personne qui se voit de l'intérieur, mais comme si on sortait ses organes devant elle et qu'on les manipulait. Donc, ces espèces de lignes de fragilisation de l'anatomie fantasmatique nous amènent à une sorte de mystique. Puis ça, c'est vraiment moi qui dis ça, mais j'ai vu quand même un rapprochement en fait entre la fascination pour le corps des mystiques du Haut Moyen-Âge et aussi une certaine déconstruction corporelle, une certaine angoisse justement de où est l'esprit dans le corps, où est-ce qu'on peut le figurer, comment le situer. Et cette espèce d'obsession-là, on peut la voir par exemple dans un peintre comme Hieronymus Bosch, bon, pensez au Jardin des Délices, il y a toujours cette espèce de modèle-là reproduit à l'infini, où est-ce que dans le fond les corps ne sont que des espèces de marottes ou en fait des espèces de corps sans organes sur lesquels on peut greffer des mains et des pieds et où les formats sont toujours en fait variés. Par exemple, il va y avoir un grand homme à côté d'un oiseau de la même grandeur et à côté, dans le bec de l'oiseau, peut-être il va y avoir comme un tout petit homme à l'intérieur. Donc cet aspect justement interne du problème, les extraterrestres le font, mais justement, non en fait cet aspect externe du problème avec les pieds et les mains tel que Bosch le montre, en jouant avec les formats, les extraterrestres, c'est comme s'ils essayaient en fait, de faire digérer la même mentalité, mais à l'interne. Donc, on prend les organes, on les bouffe de place, on les change de place, on réinsère des choses dedans, on met des émetteurs et on les réutilise à nos propres fins.
Donc, il existe à travers ce qu'on pourrait qualifier de l'enlèvement une espèce de lutte pour les organes où l'enjeu serait l'unité. On sait que beaucoup d'abductés parlent du fait que les extraterrestres utiliseraient les humains à titre de reproduction et de clonage. Par exemple, dans la scène de l'opération, qu'on prend du démembrement, de la déconstruction, de l'implantation, il y aurait reproduction. There is something that needs to be repaired. My escort pauses at the third one, cylindrical tube, down from the wall and seems pleased with that one. Another person comes into the room and is looking at it. They look at the different fetuses, les fœtus in the different tubes, and I think that they are selecting one. I think that the one that I have can survive and they have to replace it. Donc ici on a une abductée qui décrit en fait son expérience sous hypnose et ce qu'elle explique c'est qu'elle est devant une machine avec des grands tubes dans lesquels à l'intérieur il y aurait des fœtus et que les extraterrestres ont décidé en fait d'enlever le fœtus qu'elle a déjà pour le remplacer avec un des fœtus qui est dans le tube. Donc cette idée justement de culture de corps, de cultiver des corps dans le sens un peu comme qu'on ferait grossir des patates ou des pommes. I heard that in order to survive, changes had to be made, and they were, mon tapping encore une fois est horrible, they were responsible for making those changes, as the planet was going to be the first one to lose its grip on life, and they would have to leave to search for another life source or planet that would suit them. So far, we were the best combination or mixture or life structure that seemed to blend together to create a better functioning being. Ce que ça nous dit, la dernière citation, en fait, c'est que les extraterrestres, selon toujours les victimes, mélangeraient leurs cellules avec les nôtres pour créer un être hybride. Donc on a déjà la pointe, je dirais, du transhumanisme qui traverse toute la mythologie des extraterrestres. Ça, c'est quand même assez intéressant à vérifier. Ce sera probablement une piste que j'explorerai plus loin à l'avenir. Pour revenir un petit peu à l'identification qui se fait à propos de l'extraterrestre, selon moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de retirer du sacré, mais qu'en tombant nécessairement dans la matérialité du corps, on pourrait associer à la possession démoniaque. Il y a l'idée justement qui est explorée dans le Horla, hein, pour ceux qui l'ont lu, l'idée de vampiriser l'énergie vitale, de prendre le souffle de vie en retirant justement ce qui fait qu'on est humain. Il y a le constat délirant aussi d'une identification totale, c'est-à-dire que la personne créerait ça de toutes pièces et finalement vivrait à l'intérieur d'elle une fiction continue. Il y a l'option du réalisme aussi, tel que nous l'a montré Piaget, c'est-à-dire que la personne ne fait pas la différence entre quelque chose qui est à l'extérieur d'elle et quelque chose qu'elle voit. Elle ne comprend pas non plus que ce qu'elle raconte sur ce qu'elle a vu est peut-être seulement une histoire qu'elle est en train de créer au fur et à mesure. À travers ça aussi, il y a l'élément érotique, tel que le dirait Georges Bataille, qui en fait est la dissolution de l'être. Simplement, pour résumer la théorie telle que je la comprends, c'est que l'érotisme est près de quelque chose qui nous ramène à la mort parce que, étant des gens discontinus, à travers la mort et la sexualité, à travers l'érotisme entre autres, on perdrait notre unité, on se dissoudrait à travers la matière et l'indice comme quoi les extraterrestres justement changent les organes de place, bougent les cellules et extraient du matériel génétique. C'est très près justement de cet érotisme-là, mais de façon, je dirais, perverse. Voilà. Donc ma question, j'y réponds un peu en tant que telle, mais c'est une nouvelle piste à explorer. N'est-il pas vrai que lorsqu'on ne sait pas être manipulé par soi-même, on invoque des forces extérieures qui se chargent d'opérer la fonction d'ennemi, tout en pourvoyant au sujet en détresse l'objet de sa lutte. Et à ce titre-là, j'aimerais citer l'ouvrage de Freud, Totem et Tabou, qui est un peu dans la même veine du constat que je viens d'effectuer, c'est-à-dire que le croyant est toujours en train d'interpréter un interdit, non pas comme quelque chose d'essentiellement symbolique, mais comme quelque chose qui a un lien directement organique sur sa vie et qui exerce une loi qui souvent, d'une manière détournée, est connectée à la mort. Mais peut-être ne sommes-nous pas assez clairs. Pour revenir à Lacan, dans sa citation, qui était très belle, je vais accélérer si ça ne vous dérange pas, tout de suite. Donc, disons que le moi gardera de cette origine la structure ambiguë du spectacle qui, manifeste dans les situations plus haut décrites du despotisme, de la séduction et de la parade, donne leur forme à des pulsions sadomasochistes et scoptophiliques, désir de voir et d'être vu, destructrices de l'autrui dans leur essence. Donc, ce monde ne contiendrait pas d'autrui. Et ça serait, en fait,
la raison pour laquelle les gens s'inventeraient ce type d'histoire-là, où dans le fond, ils sont sujets d'une torture qu'ils ont eux-mêmes planifiée pour s'auto-érotiser. Donc, c'est plate à dire, ben, ça pourrait peut-être être ça. Donc, c'était en disant que les extraterrestres représentent une imago futura, quelque chose de collectif, ça devient légèrement facile à interpréter. Donc, moi, je crois que les extraterrestres ne sont pas le miroir de notre individualité, ils sont tout simplement dans le miroir, au sens que je dis, je regarde dans le miroir, et agissent comme des pulsions libérées. Donc, les prochaines pistes que j'aimerais utiliser sont celles de la technologie, de l'Internet, des téléphones, où il y a une pluralité des focales, et aussi celle de la spiritualité, qui me montre qu'en multipliant les focales et les points de vue, on entretient les superstitions, alors que tout de même, on se croit dans un monde civilisé et quand même assez raisonné. Je crois que la superstition fait quand même un bond assez fulgurant avec la pluralité des focales et justement la diffusion de la théorie de la conspiration sur Internet, dont les extraterrestres font partie, d'une manière un peu ridicule. Donc, toujours surveiller la relation du subjectif au collectif, et je crois qu'en étudiant les extraterrestres, on est toujours devant une espèce de manipulation complète qui commence à partir du moment même où on les étudie. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci.